Il y a 30 jours, j'ai pris une décision que mon fils a trouvée imprudente. Je lui ai dit que pendant 30 jours, je n'allais cuisiner que les recettes que les autorités sanitaires avaient passé des décennies à essayer d'interdire. Les recettes pour lesquelles des grands-mères italiennes étaient mises à l'amende, celles que les inspecteurs alimentaires appelaient un danger pour la santé publique, celles qui sont encore techniquement en infraction avec les réglementations de la FDA aux États-Unis et regardées avec une méfiance croissante par les autorités sanitaires européennes. Pas de supermarché, pas de nourriture transformée, rien de pasteurisé, standardisé, approuvé par les autorités. Juste les recettes que Rosa Caruso préparait dans sa cuisine de Manhattan en 1923, quand l'inspecteur sanitaire a frappé à sa porte et lui a infligé une amende de $3. Je m'appelle Jean, j'ai 72 ans. Ma famille n'était pas italienne, mais la famille Martinelli, 3 portes plus loin, rue de la Croix-Rousse à Lyon, l'était. Ils étaient venus d'Italie dans les années 1960. Aldo travaillait à l'usine Berlier, Assunta cuisinait. J'ai passé assez de samedis après-midi dans leur cuisine pour comprendre que ce qu'Assunta faisait n'était pas juste de la cuisine. C'était quelque chose de plus ancien et de plus sérieux que tout ce que j'avais vu dans ma propre maison. Un voisin l'a appelée malpropre une fois. Elle a souri et a continué à remuer. Elle avait raison. La science commence maintenant à comprendre à quel point elle avait raison. Abonnez-vous avant de commencer. Voici ce qui s'est passé quand j'ai cuisiné 30 jours uniquement ce qu'on leur disait d'arrêter de cuisiner. Jour 1. Le ragoût du dimanche aux os de cou de porc. J'ai commencé par le plus fondamental et le plus surveillé, le ragoût. Des os de cou de porc saisis dans la fonte à 6 heures du matin, puis des tomates San Marzano écrasées, puis la flamme la plus basse possible. Rien d'autre. Pas de bouillon en cubes, pas de raccourci, pas d'intervention moderne. À 7 heures du soir, après 13 heures sur le feu, j'ai goûté la sauce. Je me suis assis à la table de la cuisine et ne me suis pas levé pendant 20 minutes. Pas parce que j'étais fatigué, parce que j'avais oublié que la nourriture pouvait être comme ça. Pas bonne, le mot est trop petit. Quelque chose d'entièrement différent de ce que je mangeais habituellement. Le collagène des os s'était dissous en gélatine. La moelle avait enrichi la sauce. L'acidité de la tomate s'était adoucie à travers des heures de chaleur en quelque chose de lisse et de complexe qu'aucun pot de passata et aucune cocotte minute ne produirait jamais. Coût, moins de 4 €. Des autres coûts, des tomates, de l'huile d'olive. 13 heures de chaleur. Les inspecteurs sanitaires mettaient les femmes à l'amende pour avoir laissé le ragoût sur le feu toute la journée parce qu'ils le considéraient comme un risque de contamination. Ce ragoût n'a contaminé personne en 500 ans d'histoire. Il a seulement nourri des générations de gens avec quelque chose d'extraordinaire. Jour 3. Le lardo. J'ai demandé à mon boucher de la Bardière du gras de dos de porc. Il m'a regardé comme les bouchers regardent quelqu'un qui demande quelque chose qu'ils ont arrêté de stocker en 1975, est allé dans sa chambre froide et en est ressorti avec un morceau qu'il destinait à la fonte. Je l'ai salé avec du romarin, de l'ail et du poivre noir en grains. Je l'ai enveloppé et pressé sous un poids dans le coin le plus frais de mon garde-manger. Au 3e jour, j'ai coupé les premières tranches sur du pain chaud sorti du four. Le lardo s'est dissous sur le pain en quelques secondes. Pas comme le beurre, différemment. Plus délicat, plus parfumé, avec le romarin qui arrive après. Du gros sel par-dessus. Mon fils est passé ce soir-là. Je lui ai donné un morceau. Il a été silencieux un moment. Puis il a dit « Pourquoi est-ce que c'était interdit ?» Je lui ai dit « En 2003, la FDA a essayé de bloquer l'importation de lardo italien authentique pour des raisons de sécurité alimentaire. Des historiens de l'alimentation ont protesté et renversé la décision en quelques mois. Le même produit que les grand-mères italiennes fabriquaient dans des boîtes de café
est aujourd'hui déclaré artisanal, importé à 30 $ la livre dans les restaurants de Manhattan et servi sur des planches de charcuterie. Il a repris un morceau. Jour 5. Les bracioles farcies à l'œuf dur. Le plat sérieux du dimanche. De fines tranches de bœuf aplaties au marteau, garnies de chapelure, d'ail, de persil, de pignons, de raisins secs et d'œufs durs entiers, roulées, serrées, attachées avec de la ficelle et mises dans le ragoût déjà en train de cuire depuis le matin. 4 heures plus tard, j'ai coupé la première braciole à table. Cette coupe transversale, les anneaux de blanc et de jaune entourés de bœuf sombre et assaisonné, était quelque chose que j'avais mangé enfant à la table d'Assunta et jamais oublié. En le faisant moi-même, j'ai compris pour la première fois combien de soins ça demandait. Pas techniquement compliqué, mais patient, présent, délibéré. Les autorités sanitaires des années 1940 se méfiaient des œufs maintenus à l'intérieur de viande cuite pendant de longues périodes. Assunta faisait des bracioles chaque dimanche pendant 30 ans. Elle n'a jamais rendu personne malade. Voici la première chose que j'ai découverte au 10e jour. Je n'avais pas été malade, pas une seule fois. J'avais mangé du lardo, des œufs presque crus dans le zabayon, de la ricotta fraîche au lait cru, du poisson cru en saumure, de la charcuterie maison, et je me sentais parfaitement bien. Je me sentais mieux qu'habituellement. Ce n'est pas une coïncidence. Le régime méditerranéen traditionnel, le vrai, pas la version simplifiée vendue dans les livres de cuisine, était construit sur exactement ces ingrédients. Des graisses animales de qualité, de la fermentation, de la longue cuisson, des protéines entières non transformées. Avant que quelqu'un décide qu'il savait mieux que 5 siècles d'expérience accumulée. Jour 12. Le zabayon interdit. Au 12e jour, j'ai fouetté 6 jaunes d'œufs avec du sucre et du marsala sec au bain-marie pendant 20 minutes. Le bol s'est rempli d'une mousse dense et chaude, parfumée de vin et d'œufs. Je l'ai servi dans des tasses en céramique avec des fraises du marché. Mon fils, qui me regardait avec scepticisme depuis 10 jours, a pris une tasse, a goûté, a dit « C'est la chose la plus absurde qui ait jamais été interdite. Ça ressemble à quelque chose qu'on devrait prescrire. » J'ai dit « Ça a continué dans les maisons italiennes pendant 60 ans après l'interdiction, sans une seule conséquence enregistrée. » Jour 15. La ricotta fraîche au lait cru. Celle-ci est techniquement en infraction avec les réglementations dans beaucoup de pays. J'ai trouvé une ferme locale qui vend du lait cru. Chauffé à 80 degrés, ajouté un trait de vinaigre de vin blanc, attendu que le caillé se forme, égoutter à travers un torchon en coton sur une passoire. 90 minutes du début à la fin. La ricotta était encore chaude quand je l'ai mise dans l'assiette, blanche, légèrement granuleuse, avec le goût de crème pure, rien d'ajouté. Cette pâte blanche, dans des contenants en plastique au supermarché, que j'avais acheté pendant des années en la croyant être de la ricotta, n'a aucun rapport avec ça. Ce sont 2 substances entièrement différentes avec le même nom. Au 15e jour, j'ai compris pourquoi les grand-mères italiennes n'achetaient jamais de ricotta en boutique. Elles savaient ce qu'était vraiment la ricotta et elles ne pouvaient pas prétendre que le substitut industriel était la même chose. À Lyon, ville qui comprend mieux que tout autre la différence entre le vrai produit et son substitut industriel, pensez à la cervelle de Canut, au Saint-Marcellin, aux quenelles faites à la main, cette distinction n'aurait pas surpris Assunta. Elle n'aurait pas surpris ma propre mère non plus. Voici la 2e chose que j'ai découverte au 17e jour. Je dépensais moins. Presque 25 € de moins par semaine, malgré des ingrédients de meilleure qualité, à des prix unitaires plus élevés. 0 gaspillage. Le ragoût utilisait les chutes de boucherie. Les bracioles utilisaient des morceaux bon marché. Le petit lait de la ricotta cuisait les légumes pour le reste de la semaine. Le pain rassis devenait de la chapelure. Les os rôtis devenaient du bouillon. Ma propre mère gardait de la graisse de canard dans un bocal à côté du fourneau. Elle appelait ça « ne pas gaspiller ».
Elle avait le même instinct qu'Assunta. 30 ans de cuisine moderne m'avaient fait désapprendre ce qu'elle pratiquait toute sa vie. Jour 20. La charcuterie maison. Assunta a été prévenue 2 fois par le propriétaire pour la charcuterie qu'elle faisait sécher dans la cage d'escalier, une fois par le propriétaire, une fois par l'inspection sanitaire du quartier. Les 2 fois, elle a acquiescé et a continué. Au 20e jour, j'ai haché de l'épaule de porc et de la bardière avec du sel, du poivre noir, de l'ail, du vin rouge et des graines de fenouil. J'ai rempli des boyaux naturels. J'ai accroché les saucissons dans un coin frais et ventilé de la cave. Pas prêt en 30 jours, une bonne charcuterie prend des mois. Mais j'ai coupé un saucisson fabriqué 6 mois plus tôt selon la même méthode. Parfait. Dense, parfumé, la graisse répartie uniformément, le fenouil arrivant lentement. Rien comme aucune charcuterie commerciale que j'ai jamais mangée. La charcuterie dans la cage d'escalier d'Assunta n'était pas dangereuse. C'était de la microbiologie appliquée perfectionnée sur 500 ans. Voici la 3e chose que j'ai découverte au 25e jour. J'ai calculé ce que j'avais dépensé en antiacides, comprimés digestifs et médicaments sans ordonnance au cours de la dernière année. Puis j'ai calculé ce que j'avais dépensé pendant ces 30 jours. Rien, pas un seul antiacide. Je ne peux pas vous dire avec certitude scientifique si c'était lié. Je peux vous dire que ça n'était pas arrivé depuis des années. Jour 27. Le pain et l'huile. J'ai gardé ça pour presque la fin parce que ça semble trop simple. Du pain grillé sur une flamme à gaz. De l'ail cru frotté jusqu'à ce qu'il s'use jusqu'à un moignon. De la bonne huile d'olive versée sans parcimonie. Du gros sel. Je l'ai mangé pour le petit déjeuner au 27e jour. Mon fils a appelé ce matin-là. J'ai décrit ce que je prenais pour le petit déjeuner. Il a dit « C'est ton petit déjeuner ?» J'ai dit « Les grand-mères italiennes en mangeaient chaque matin pendant 80 ans. » Le lendemain, il est passé et en a goûté. A été silencieux. Puis il a dit « Pourquoi est-ce qu'on ne mange pas comme ça ?» La réponse honnête était « Parce que personne ne te l'a appris. Parce que j'ai arrêté de faire ce que j'avais regardé Assunta faire sans jamais me demander pourquoi. » Jour 30. Ce que j'ai appris. Je n'avais pas été malade. Je me sentais physiquement mieux qu'avant. Je dépensais moins malgré de meilleurs ingrédients. Je ne gaspillais presque rien. Et j'avais mangé certaines des choses les plus extraordinaires dont je me souvienne depuis l'enfance. Les autorités sanitaires des décennies d'après-guerre, françaises, italiennes, américaines, avaient systématiquement essayé d'éliminer ces traditions. Elles produisaient des brochures, elles émettaient des avertissements, elles mettaient à l'amende les femmes qui les pratiquaient. Pendant ce temps, elles subventionnaient la production de margarine hydrogénée, de fromage fondu et de produits carnés en boîte, dont nous savons aujourd'hui qu'ils ont causé de véritables dommages à la santé des populations qui les consommaient. Elles ne protégeaient pas la santé publique, elles protégeaient une industrie. Assunta n'avait pas tort, elle avait raison. Elle avait toujours raison. La vraie perte de ces décennies d'éloignement de la cuisine traditionnelle n'est pas la recette. Les recettes peuvent se retrouver et se réapprendre. La vraie perte est le savoir qui vit dans les mains. Le sens de quand le ragoût est prêt. La capacité à juger à l'œil combien de graisse va dans le saucisson. Ça ne peut pas s'écrire. Ça ne peut se transmettre qu'en restant assez longtemps dans une cuisine pour absorber ce qu'on observe. Assunta a essayé de me montrer. J'ai toujours eu autre chose à faire. Au 28e jour, mon fils a amené sa fille, ma petite fille, qui a 16 ans, et que j'ai rarement vu manger quelque chose qui ne venait pas d'un sachet ou d'une livraison. Il l'a amené goûter le ragu, voir comment on coupe les bratioles à table, voir ce que le pain à l'huile ressemble quand c'est bien fait. Elle n'a pas dit grand-chose, elle a beaucoup mangé. En fin de soirée, elle a demandé « Papy, tu m'apprendras à faire le ragu ?» C'est la question que je n'ai jamais posée à Assunta, celle que j'ai toujours été trop occupé pour poser, celle que je remettais à plus tard. Il n'y a pas toujours un plus tard. Posez la question, maintenant, avant qu'il n'y ait plus personne pour répondre. Ce savoir ne s'écrit pas tout seul, il vit dans les mains, et quand les mains sont parties, il part avec elles. Abonnez-vous.
Je serai là la semaine prochaine. Il y a encore beaucoup à découvrir. Encore quelque chose que je veux vous dire. Sur l'armoire à pharmacie. Au 25e jour, j'ai regardé dans mon armoire à pharmacie et compté ce que j'avais pris le mois précédent. Antiacides, aucun. Comprimés digestifs, aucun. Les divers remèdes que je gardais normalement en stock, aucun d'eux touché. Je ne peux pas faire de claim scientifique sur la causalité. Je peux vous dire que cela ne s'était pas produit depuis des années. Et je peux vous dire que le régime méditerranéen traditionnel, que Carmela et des grands-mères comme elle vivaient et cuisinaient, était construit sur exactement les principes que les nutritionnistes redécouvrent maintenant silencieusement après 3 générations de plats préparés. Les autorités qui ont essayé d'éliminer ces traditions ne protégeaient pas la santé publique, elles protégeaient une industrie. La même industrie qui nous a vendu la margarine, le fromage fondu et les graisses artificielles comme des améliorations sur ce que des femmes comme Carmela fabriquaient dans leur cuisine pour quelques centimes. Ma mère savait mieux. Du saindoux dans un bocal, du bouillon des os, rien de gaspillé. Elle n'avait jamais entendu parler du régime méditerranéen. Elle cuisinait simplement, correctement. C'est ce que j'essaie de retrouver, un dimanche à la fois.